Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette conférence des Mardis de la Science. Nous voici de retour avec Sébastien Machin, directeur du Muséum de Bourges, pour organiser une nouvelle conférence avec cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir Boris Cyrulnik qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc, je vais laisser Sébastien Machin vous présenter et puis on vous laissera parler. Oui, merci Marie-Laure. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne. Donc, on a un invité exceptionnel, l'un des plus grands penseurs et scientifiques actuels, Boris Cyrulnik. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence exceptionnelle. On va vous laisser la parole et puis on vous posera quelques questions à l'issue. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Juste, cette conférence est enregistrée et malheureusement, pendant la diffusion du film, il n'y aura pas d'interaction possible, mais que naturellement, grand auteur de livres, si les personnes qui vous écoutent aujourd'hui sont très intéressées par le sujet, vous avez écrit beaucoup de livres et on invite naturellement les internautes à aller les lire pour pouvoir en savoir plus sur ce dont vous allez parler aujourd'hui. C'est à vous. Merci de m'avoir invité à Bourges. Je vais commencer, moi, par une question. Est-ce que vous croyez vraiment que le réel existe? Alors, si vous croyez que le réel existe, eh bien, vous avez intérêt à ne pas suivre l'exposé que je vais faire, parce que je vais essayer de démontrer que ce n'est pas le réel qui existe, mais parce que le réel est invisible tellement il est confus, et que pour voir le réel, il faut le réduire. Et comme tous les animaux, nous réduisons le réel, qui sera un bombardement d'informations et nous rendrait confus si on ne rédigeait pas, et on va réduire le réel grâce à notre système nerveux, comme le font tous les animaux. Et en plus, comme nous, on est les animaux qui parlent, eh bien, il faut le réduire avec la parole, c'est-à-dire avec les récits qu'on fait et les représentations qu'on a du réel. Voilà, je dis ça juste pour vous compliquer la tâche. Alors, on va parler pendant quelques minutes d'une discipline qui, jusqu'au XIXe siècle, a été très défendue, c'est la zoologie. Au XVIIIe siècle, la zoologie avait pour enjeu la classification des êtres vivants, et il y avait une classification facile avec l'anatomie, les comportements, et même on pouvait classifier les animaux entre des murs, c'est-à-dire uniquement en regardant leur squelette. Ce n'était pas la peine d'aller sur le terrain pour voir comment ils vivaient, comment ils fonctionnaient. À partir d'un os du calcanéum, on pouvait reconstruire un dinosaure et c'était assez fiable. Et puis au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, apparaît un gars, Darwin, qui complique tout en introduisant la notion d'évolution. Alors il n'a pas prononcé le mot, mais il a introduit la notion, c'est-à-dire que avant Darwin, le mot évolution parlait des évolutions militaires, des défilés ou des évolutions sur le terrain de la guerre. Et après Darwin, le mot évolution voulait dire qu'un organisme vivant change quand change le milieu. Et tout de suite, il y a eu deux réactions qui existent encore aujourd'hui. Il y a eu les évolutionnistes, ceux qui aiment ce genre de raisonnement. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que je serai demain. Ce que les animaux sont aujourd'hui n'est pas ce qu'ils étaient hier, ni ce qu'ils seront demain. Et à ce plaisir du doute, à ce plaisir de la démonstration mouvante, se sont opposés les fixistes, notamment avec Cuvier qui disait que on pouvait décrire un animal toujours le même, quel que soit le contexte. Alors voilà, ça c'était la petite introduction théorique. Et pourtant, nous, au XXe siècle, on se rend compte que lorsqu'on décrit un être vivant, animal ou humain, dans son milieu, on le voit très différemment de le même être vivant décrit dans un laboratoire. Et ce qui organise nos pensées, c'était une pensée, alors certains disent une pensée dualiste, d'autres disent une pensée binaire, c'est pas gentil pour Descartes, mais on raisonne comme ça. C'est-à-dire que cette pensée disait qu'il y a le corps d'un côté, avec une substance et une étendue qu'on peut donc observer et sur lequel on peut faire des démarches expérimentales,
et l'autre, une sans substance et sans étendue, c'est-à-dire l'âme que les animaux n'ont pas et que seuls les êtres humains possèdent, mais qu'on ne peut pas observer parce qu'elle n'a pas de substance, elle n'a pas d'étendue, donc on ne peut pas faire de démarche expérimentale. Et on revoit bien cette notion dans la Bible avec le glaiseux, c'est-à-dire Adam, qui sort de la terre, donc qui a un corps sur lequel on peut expérimenter, mais qui a une âme invisible et qui crée des mondes invisibles, c'est-à-dire cette instance donne accès à Dieu, mais on ne peut pas expérimenter. Or, on constate que depuis le prix Nobel de Lorenz, Steenbergen, von Frisch en 1973, l'observation des animaux vivant dans leur milieu naturel, on constate que Darwin est fortement confirmé, puisque tout se passe au cours de construction incessante d'un organisme qui se développe, donc qui change tout le temps, sous l'effet des pressions du milieu qui, elles aussi, changent tout le temps. Le Konrad Lorenz montre que l'empreinte sur un caneton arrive à un moment précis du développement de son système nerveux, parce que les canetons ont aussi un système nerveux, et que cette empreinte arrive entre la 13e et la 16e heure. Avant la 13e heure, un caneton ne suit rien, il divague. Entre la 13e et la 16e heure, il prend l'empreinte d'un objet mouvant auprès de lui, statistiquement c'est sa mère, qu'il suit, quelle que soit la direction de l'espace ou la vitesse, il galope derrière elle, et après la 17e heure, la période sensible est passée, il ne peut plus la suivre. Mais dès l'instant où un être vivant animal a pris l'empreinte de sa mère, le monde désormais est catégorisé entre objets familiers, sécurisants, au contact duquel le caneton peut explorer, et au contraire, s'il n'y a pas un objet sécurisant autour de lui, le caneton court en tous sens et il ne peut rien apprendre parce qu'il est complètement confus, désordonné, son monde n'est pas clair. Alors cette observation qui a été refaite 1000 fois, même les paysans, les gens qui élèvent des canetons ou des animaux chez eux savent bien qu'il y a une période où le petit animal prend l'empreinte de celle qui s'occupe de lui et qu'il peut continuer à se développer, mais que s'il ne prend pas l'empreinte de quelqu'un qui s'occupe de lui, il est désorganisé, il ne cesse d'apprendre, il divague, il court en tous sens, il a des accidents et surtout au CNRS, il y a des gens qui ont été payés pour mesurer le nombre de diarrhées par minute. Et ce beau métier permet de rendre observable en chiffrant le nombre de diarrhées minutes que lorsque le caneton est en présence d'un objet d'empreinte, c'est-à-dire d'un objet familier, il explore, il apprend. Il suffit d'enlever cet objet familier, qui peut être une brique, qui peut être un vêtement. On enlève cet objet familier et il recommence à courir en tous sens. Son monde, le monde qu'il perçoit, redevient confus. Donc voilà, ça confirme ça, expérimentalement. La première phrase que je vous ai proposée, c'est que le caneton ne peut percevoir un segment de réel que si auparavant il a pris l'empreinte d'une figure familière. S'il n'a pas pris l'empreinte, il ne peut rien apprendre, il perçoit un monde confus où il va mourir parce que ce monde est totalement incohérent pour lui. Donc ça confirme un petit peu que cette distinction entre l'animal-machine et l'être humain qui a une âme. Et ça, cette manière de penser organise nos comportements. Quand j'étais étudiant en médecine, on nous faisait faire des dissections sur des animaux vivants. Les petits Kobe, on les attachait sur des planchettes et avec un bistouri, on devait fendre du sternum jusqu'au pubis pour observer l'estomac, les poumons, et les animaux criaient. Donc j'avais lâché mon bistouri et je me rappelle qu'une jeune professeure de biologie était venue et je lui avais dit mais je ne peux pas enfoncer le bistouri, ça lui fait mal. Et très cartésienne, elle m'avait dit il n'a pas mal. Je lui ai dit mais comment vous faites pour savoir qu'il a pas mal? Et elle m'avait répondu
quand votre vélo grince, est-ce que vous pensez qu'il a mal? Donc c'était vraiment la démonstration de Malebranche. L'animal est une machine, on peut la casser, on peut, s'il fait du bruit en criant, parce que c'est pas parce qu'il souffre, c'est parce que le vélo grince. Tout ça pour dire que on est fortement soumis, nous aussi, êtres humains, on est fortement soumis aux représentations que nos récits culturels nous donnent de l'autre. Si on se fait de l'autre une représentation de machine, on va se comporter envers l'autre comme on se comporte avec une machine. Si on se fait de l'autre une représentation comme un être vivant qui souffre, on va se comporter avec l'autre comme envers un être vivant qui souffre. Or, aujourd'hui, c'est des raisonnements que j'ai connus. Et même quand on a commencé à travailler en éthologie animale pour dire que les animaux ne perçoivent, chacun perçoit son monde, qui n'est pas le monde de l'autre. Une abeille perçoit un monde ultraviolet que beaucoup d'animaux, dont nous, êtres humains, ne percevons pas. Les éléphants perçoivent les infrasons que nous, êtres humains, ne percevons pas. Et nous, en revanche, êtres humains, on perçoit avec une habileté incroyable le moindre mimique de la face et la moindre variation de son qu'on peut organiser pour en faire des paroles qui créent un monde humain qu'on habite et auquel on se soumet. Alors ça, c'est un mode de raisonnement tout à fait darwinien, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce monde de la parole, eh bien, on est d'abord dans un monde biologique. Est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, vous, monsieur Sébastien, vous avez été spermatozoïde? Vous n'y pensez pas. Puis rapidement, vous avez rencontré un ovule. On dit un ovule, hein, j'ai vérifié, c'est assez incroyable. On devrait dire, dans les théories de la grammaire aujourd'hui, on devrait dire une ovule. Eh bien non, on dit un ovule. Et à ce moment-là, ça déclenche une division cellulaire qui est totalement soumise aux pressions biologiques du milieu. Et pourtant, graduellement, on se construit, on se développe sous l'effet des pressions du milieu jusqu'au moment où on arrive vers la troisième année à la parole. Et là, on change de monde, mais on ne quitte pas le premier monde, mais on débarque dans le monde des mots et on se soumet au récit que notre culture invente. Et pourtant, donc, on est quand même des êtres de biologie, mais on n'a pas le choix entre la biologie et le monde des mots. Simplement, il y a une harmonisation, une construction constante qui fait que on peut très bien habiter le monde des mots et organiser, y puiser nos conduites à tenir envers les autres vivants. Alors, aujourd'hui, on s'est admis, d'ailleurs, c'est admis par la loi depuis 2015, que les animaux sont des êtres sensibles. C'est-à-dire que non seulement ils perçoivent des informations comme une machine, mais en plus, ils connotent ces informations avec une réaction affective. Alors, non seulement les abeilles perçoivent l'ultraviolet, non seulement les chiens perçoivent un monde d'olfaction 300 à 400 fois plus perfectionné que le nôtre, non seulement les éléphants perçoivent les infrasons, c'est pour ça que quand il y a eu le tsunami de Thaïlande, les éléphants ont été les premiers à être au courant parce qu'ils ont perçu des infrasons que les êtres humains ne perçoivent pas et ils ont été effrayés et ils sont montés vers le sommet des collines, entraînant avec eux les professionnels qui s'occupent des éléphants. Donc aucun n'a été noyé puisqu'ils ont suivi les éléphants alors que les touristes qui se croyaient en vacances n'ont rien perçu et il y a eu 200 000 noyés en quelques minutes. Parce qu'on vit dans des mondes sensoriels totalement différents selon notre équipement nerveux. Les animaux sont, comme nous, des êtres sensibles, mais à partir du moment où apparaît le cerveau, on se rend compte que ce cerveau ajoute une connotation aux informations perçues. Et là, on voit que les animaux, entre individus, les animaux d'une même espèce, peuvent se développer différemment selon les pressions de leur milieu. L'exemple, c'est qu'un singe ou un rat maltraité
au cours de son développement, non seulement il va percevoir des informations effrayantes, mais s'il a été maltraité, il se laissera couler, il va cesser de combattre et de s'enfuir très, très rapidement. Alors que le même rat, le même chien qui a été bien traité au cours de son développement, percevant la même information, se débattra beaucoup plus longtemps que l'animal maltraité. Donc non seulement on perçoit des coups, mais dès l'instant où on a un cerveau, qui se complexifie progressivement au cours de la phylogenèse, c'est-à-dire de la comparaison des espèces entre elles, eh bien, on voit que le développement de l'individu s'ajoute au développement de l'espèce. Un chien perçoit un monde de chiens, mais chaque chien perçoit un monde de chiens différent selon les contextes éducatifs, le contexte développemental. Je le redis plus simplement, un chien maltraité perçoit la douleur et s'enfuit rapidement. Un chien bien traité perçoit la même douleur et l'affronte. Donc on voit que non seulement c'est un monde de chiens, mais c'est déjà des mondes différents. Alors vous pensez bien que nous, êtres humains, on se développe d'abord comme un être vivant, comme tous les êtres vivants, en fonction de nos promesses génétiques, XX pour une fille, XY pour un garçon, mais en plus, on voit que le milieu agit, commence à façonner le développement différemment pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on arrive au monde des mots, le monde qu'on perçoit réellement est étonnamment différent selon nos cultures et selon nos développements individuels. Donc voilà, le monde réel, mon œil, c'est chacun son monde. C'est pas du tout le monde réel. Chacun son monde. Si on est chien, on ne perçoit pas le même monde, on perçoit des couleurs pastel avec des odeurs incroyablement précises. Si on est goéland, on perçoit un monde de couleurs et de précision stupéfiant parce que les goélands ont une lentille souple qui fait qu'ils voient comme s'ils regardaient avec un énorme microscope et en plus, il y a une gouttelette qui est devant chaque cellule de la rétine. Donc, si vous voulez faire une expérience, comme je l'ai fait, vous achetez une tranche de jambon, vous demandez au CNRS une subvention pour acheter une tranche de jambon, et là, vous en avez pour 3 ans avant d'obtenir le budget. Et puis ensuite, vous allez sur place et vous verrez que quand vous commencez à manger votre tranche de jambon, expérimentale bien sûr, les goélands à une hauteur vers incroyable se mettent à tourner parce qu'ils ont vu la tranche de jambon dans votre main ou dans votre gamelle et ils se rapprochent progressivement. Ils ont vu quelque chose que nous, êtres humains, on ne peut pas voir parce qu'on n'a pas l'équipement visuel pour le voir. Les chiens perçoivent un monde d'odeurs que nous, on ne peut pas sentir parce qu'on n'a pas l'équipement olfactif. On n'est pas doué pour le monde olfactif, alors que les chiens sont hyper doués. Mais on ne peut plus faire comme nous l'a appris Darwin et comme mon raisonnement vous y invite. On ne peut plus faire un raisonnement simple, une catégorie. Les catégories sont nécessaires pour penser, mais elles sont toutes abusives. C'est un outil de pensée, c'est une simplification de pensée. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le monde animal d'un côté et le monde humain de l'autre parce qu'on parle. Ce que je suis en train d'essayer de démontrer, c'est qu'il y a une graduation constante sous l'effet incessant des pressions du milieu. Alors, il n'y a pas tellement de fossé maintenant entre un monde de primates non humains ou même entre un monde de mammifères non humains. Par exemple, les singes attachent beaucoup d'importance aux mimiques faciales, moins que nous, puisque nous, on a un équipement dans notre système nerveux, il y a un petit carrefour de neurones pariéto-occipitaux qui traitent les informations du visage de l'autre avec une précision stupéfiante. Le bébé, dès sa naissance, accroche le regard de sa mère, les saccades oculaires que nous, on ne voit plus quand on est adulte, mais que les bébés perçoivent, la brillance des yeux, et ils s'orientent sur cet objet sensoriel que plus tard on appellera mère, mais qui à ce stade du développement n'est qu'un objet sensoriel.
Lorsque le bébé accroche cet objet sensoriel, il s'oriente vers le mamelon et il sait téter, alors qu'il n'y a aucun apprentissage, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre, et pourtant il sait téter alors que c'est très compliqué. Et pourquoi est-ce qu'il s'oriente sur le mamelon? Parce qu'il est fasciné par un objet sensoriel qu'il va familiariser très vite, le regard de sa mère. Et puis, il y a un autre objet sensoriel, c'est les basses fréquences de la voix maternelle. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle parle, son corps et son liquide, le liquide amniotique, ne laissent pas passer les hautes fréquences qui sont arrêtées par ce filtre, alors qu'au contraire, les basses fréquences sont très bien transmises. Or, lorsque chez une brebis, on monte un hydrophone intra-utérin, on voit qu'il y a un barouf là-dedans, hein. À l'époque de Cousteau, on parlait du monde du silence dans le monde aquatique. Il y a un barouf dans un monde utérin, vous ne pouvez pas savoir. Il y a le bruit du corps, il y a le bruit du cœur, il y a les gargouillis, et il y a les basses fréquences de la voix maternelle. Ce qui revient à dire que lorsque la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et ces basses fréquences-là, le bébé les reconnaît dans l'heure qui suit sa naissance. Si bien que, comme le disait Françoise Dolto, parler à un bébé, c'est tout à fait important. Et alors qu'il ne sait pas les mots qu'il entend, c'est des basses fréquences. Il n'entend pas des mots. C'est pourtant tout à fait important parce que quand on fait une neuroimagerie au bébé humain qui arrive au monde, on voit que le simple fait qu'on lui parle, qu'on s'adresse à lui, il perçoit un visage, ça le fascine, ça l'hypnotise presque, il s'oriente vers ce visage et il apprend, et que lorsque sa mère parle, on voit qu'une zone précise de son lobe temporal gauche s'allume, consomme de l'énergie, c'est-à-dire que la mère, en parlant au bébé, transforme progressivement la zone des sons en zone qui va devenir la zone du langage. Donc il faut, comme le disait Françoise Dolto, c'est pas tellement le contenu qui importe, hein. On a fait cette expérience en demandant aux mères de lire le règlement du métro parisien. Eh bien, je vous assure que les bébés étaient fascinés. Mais ce qui intéressait les bébés, c'était la basse fréquence de la voix maternelle, qui était une information familière, qui les sécurisait et commençait à mettre de l'ordre dans le monde qu'ils percevaient. C'était ça qui était important, ce n'était pas le règlement du métro parisien. Ce développement graduel sous l'effet des pressions du milieu continue et ça commence à apparaître avant le monde humain. Lorsque j'ai fait mes études de médecine, on nous disait qu'il ne fallait pas donner de substances quand on faisait des points de suture parce que les enfants se coupent souvent. Les garçons se font presque tous des arcades, hein. Ils tombent, ils se bagarrent. Pratiquement tous les petits garçons ont des arcades recousues. Eh bien, on nous disait qu'il ne fallait pas donner d'anesthésie et les enfants criaient. Et on nous disait, non, non, ils ne crient pas, ils n'ont pas les voies de la douleur terminées, donc ils ne souffrent pas. Et c'est faux. On sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, qu'au contraire, quand on fait des points de suture sans anesthésie, eh bien, on fait comme pour les rats, dont je parlais tout à l'heure, on apprend aux enfants à souffrir. On les rend encore plus sensibles à la douleur. Donc, il est tout à fait important de ne pas faire de point de suture chez un enfant, de ne pas battre un enfant, parce que ça lui apprend la douleur, ça lui apprend, ça facilite les voies de la douleur, même si elles ne sont pas terminées. Et d'ailleurs, cet argument a été un non-sens, parce que les voies qui permettent la maturation du lobe temporal, le circuitage du lobe temporal, qui progressivement passe de la zone des sons pour devenir progressivement la zone des mots, eh bien, il faut 2-3 ans. Et que même la zone, le cerveau, est terminée à l'âge de 25 ans. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on parle avant l'âge de 25 ans. Donc, même quand les voix ne sont pas terminées, elles fonctionnent déjà. Et si je dis ça, c'est pour dire que les animaux qui n'ont pas le même système nerveux que nous, eh bien, ils arrivent déjà très tôt à traiter des informations, à les agencer pour en faire des signaux importants pour eux, mais que nous, on ne comprend pas.
de même que eux comprennent moins bien nos mimiques faciales et transforment moins les sons en mots. Nous, on est des virtuoses de ce canal sensoriel et on ne peut plus faire de fossé entre les animaux et les humains. La preuve, c'est qu'il y a une observation expérimentale qui est souvent citée. Les singes se réfugient dans les arbres, mais ils ont trois types de prédateurs. Un prédateur qui vient du ciel, les aigles, qui parfois les attaquent. Un prédateur qui vient des branches horizontales, les panthères, qui attaquent très souvent les singes et en mangent un grand nombre. Et un prédateur qui vient du sol, les serpents. Or, dans tous les groupes animaux, pendant que les animaux boivent ou mangent ou se déplacent, il y en a un qui est en alerte. On l'appelle le guetteur. Le choix du mot, c'est déjà une interprétation du fait, mais nous, quand on est être humain, quand on parle, cet animal qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui est en alerte, on le nomme dans notre monde humain le guetteur. Lorsque le guetteur voit un aigle arriver, on peut enregistrer, ça a été fait, par notamment Vauclair à Marseille, le cri qu'il émet désigne le prédateur qui vient du ciel. Si le prédateur vient de la branche, un autre cri, une autre structure désigne le danger qui vient de la branche. Et enfin, un troisième cri désigne le prédateur serpent qui vient du sol. Et les singes qui entendent ce cri répondent au cri et ne répondent pas à l'animal qu'ils n'ont pas perçu. Et pourtant, si le prédateur vient du ciel, il plonge vers le sol. Si le prédateur vient du sol, si le cri indique un prédateur qui vient du sol, il grimpe au sommet des arbres. Ils répondent au cri qui vient à la place du prédateur qu'ils ne perçoivent pas. Donc d'accord, c'est pas un mot, mais c'est déjà un signe ou un signal qui indique quelque chose d'invisible, qu'ils n'ont pas besoin de voir. Donc c'est déjà très structuré et on voit que finalement les animaux agencent aussi le monde qu'ils perçoivent pour en faire un monde de communication dans leur propre monde. Alors une autre expérimentation, les singes tupaya, qui sont des petits singes écureuils, sont faciles à stresser. Les femelles ont des portées de 4, 6, 8 petits. Mais lorsque je reprends le raisonnement des rats bien élevés ou mal élevés de tout à l'heure, lorsque ces femelles tupailles sont bien sécurisées, lorsqu'elles mettent au monde leur portée, elles les lèchent et elles les stimulent, donc elles les éveillent et elles s'occupent de tous les petits qu'elles ont mis au monde. Mais lorsqu'elles ont eu un développement altéré, agressé, elles ont sécrété des substances du stress et lorsque le petit arrive au monde, elles n'ont la force de lécher, toiletter, stimuler que les 2, 3 premiers petits qu'elles ont mis au monde et elles mangent les derniers petits qu'elles considèrent comme un gibier. Et alors là, j'espère vous choquer, mais c'est exactement la même chose chez les femmes humaines. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est stressée pendant sa grossesse, quelle que soit la cause du stress, ça peut être son histoire, ça peut être un mari violent, ça peut être un conjoint absent, la solitude est très stressante, ça peut être la précarité sociale, c'est beaucoup la précarité sociale, parce que quand une femme enceinte vit en précarité sociale, tout est une alerte. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où est-ce que je vais dormir? Comment est-ce que je vais payer mon électricité? Tout est une alerte. Et puis bien sûr, la guerre, le tsunami et beaucoup de catastrophes naturelles ou humaines. Or, les substances du stress maternel franchissent la barrière du placenta. Le bébé qu'elle porte déglutit du liquide placentaire bourré de substances du stress toxiques pour son cerveau. Si bien que quand la mère est stressée par son histoire ou par son mari ou par d'autres causes, eh bien, le petit arrive au monde avec des altérations cérébrales provoquées par le malheur de la mère. Et je souligne, ce n'est pas provoqué par la mère, c'est provoqué par le malheur de la mère qui aurait bien aimé ne pas être malheureuse. Donc, je souligne. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus raisonner comme le corps d'un côté, l'âme de l'autre.
parce que le cerveau du bébé est altéré par le malheur de sa mère, qui peut être social, qui est souvent social ou affectif, ou développemental, ou historique. Donc on ne peut plus raisonner avec le corps d'un côté, l'âme de l'autre, mais que si j'arrête mon raisonnement à ce moment-là, vous allez en conclure que je suis d'un déterminisme farouche. Donc je vais vite rajouter une phrase pour dire que dès que la mère est sécurisée par son mari, par sa famille, par la société, dès que la mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le petit qu'elle porte, qui recommence une construction de bonne résiliente. Si la mère est laissée seule et non sécurisée, elle ne sera pas sécurisante pour le petit qu'elle porte, qui arrivera au monde avec des altérations cognitives. Parce qu'après tout, on est tous des mammifères humains. Sébastien, tout à l'heure, ne se rappelait pas qu'un jour, il avait été spermatozoïde. Il ne se rappelle pas non plus que pendant 9 mois, il a été mammifère aquatique. Pendant 9 mois. Il a, il a respiré, il avait des branchies. Il ne se souvient plus qu'il avait des branchies. Et pourtant, ces branchies sont devenues des oreilles internes. Il entend comme les animaux marins. C'est-à-dire que si on donne un coup de diapason loin, il n'entend pas. Mais si ce tout petit coup, on le met sur son front, les vibrations du diapason vont directement aller à l'oreille interne et il va entendre un son comme les animaux marins encore aujourd'hui. Donc il garde une trace, dans son système nerveux, il garde une trace de son passé d'animal marin. Alors, et on voit ça aussi dans la condition humaine. Par exemple, j'ai travaillé au Kosovo, j'ai travaillé au Congo ou au Rwanda, où le viol était une arme de guerre qui détruisait les villages plus sûrement que les fusils. Et beaucoup de très jeunes femmes étaient enceintes et elles ont mis au monde le bébé du violeur. Et la plupart de ces femmes ne parvenaient pas à s'attacher et à s'occuper du bébé du violeur. Quelques-unes y arrivaient, mais parce que lorsqu'elles percevaient ce bébé évoquait dans leur mémoire le viol et non pas le plaisir et la fatigue d'être mère. Donc ce bébé devenait pour elles un petit agresseur dont elles s'occupaient pas très bien et souvent même, ça m'est arrivé à l'hôpital de Goma, souvent même, elles ne elle ne voyait même pas la déshydratation du bébé. C'est-à-dire que le malheur, l'immense malheur qui leur était arrivé, d'avoir été violée et d'être enceinte par le violeur, fait que ce bébé signifié pour elle, c'est l'enfant du violeur, et que du coup, les altérations de perception étaient altérées, elle ne percevait pas, elle ne voyait pas que son bébé se déshydratait. Cette observation clinique naïve, je l'ai faite au Kosovo, je l'ai faite au Congo, et je crois que c'est la règle. C'est-à-dire que le fait d'être un être humain qui parle n'empêche pas d'avoir aussi des substances d'alerte et de répondre un peu avec des émotions, une signification qu'on attribue. Alors, lorsque un primate non humain, un singe, un chien, qui a un cerveau, est placé expérimentalement ou accidentellement en situation d'isolement sensoriel, eh bien, il a des troubles du comportement, il n'y a pas d'altérité puisqu'il est en isolement sensoriel, et ce manque d'altérité arrête tous ses développements. Et le premier à faire ce genre d'expérimentation, ça a été Harlow dans les années 60, et ça a été on n'en a pas tenu compte parce qu'on continuait en 1960, on continuait à penser que l'homme n'appartient pas à la nature. L'homme est un être de culture, donc il n'a rien à voir avec les singes, il n'a rien à voir avec les animaux. Donc on pensait que ces expérimentations, c'était peut-être valable pour les animaux, mais bien sûr pas pour un être humain qui a une âme. Or, on constate maintenant, grâce à la neuroimagerie, ou grâce à des expériences tragiques qui ont été faites en Roumanie, par exemple, ou chez Ceausescu, forçant les femmes à travailler 14 heures par jour, 6 jours par semaine pour rembourser la dette,
eh bien, ces femmes-là mettaient au monde des enfants. Elles étaient surveillées pour qu'elles par la police, pour qu'elles mettent au monde des enfants. Et ces enfants-là étaient mis dans des mouroirs où personne ne leur parlait, personne ne s'en occupait. Et ces enfants ont été gravement altérés alors que génétiquement et biologiquement, ils étaient sains. Ils étaient sains, mais Ceausescu, à cause de sa politique, les avait privés d'un entourage qui aurait pu s'imprégner en eux, comme pour le canton de tout à l'heure, devenir familier et permettre la poursuite des développements. Alors, il y a eu un autre prix Nobel qui a été attribué à Hubel et Wiesel en 1983. Et Hubel et Wiesel ont été probablement les premiers à montrer que le cerveau était sculpté par le milieu, qu'il s'agisse d'un cerveau de chat, d'un cerveau de chien ou d'un cerveau humain. Et ça, je souligne, c'est le milieu qui sculpte notre cerveau, comme pour tous les cerveaux des différentes espèces. Ce qui permet de défendre cette idée, ils avaient pris une population, je crois me rappeler, d'une trentaine de chatons, et il leur avait mis un cache sur l'œil gauche. Quand les chatons sont morts, il a constaté qu'ils avaient une atrophie du lobe occipital droit, alors qu'une autre population de chatons avait un cache sur l'œil droit. Quand ces chatons sont morts, ils avaient une atrophie occipitale gauche, c'est-à-dire que ces deux zones occipitales n'ayant jamais été stimulées étaient atrophiées, alors que le reste du cerveau s'était développé correctement. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les enfants de Roumanie ou pour tous les enfants qui sont placés en isolement sensoriel, même s'ils sont sains, s'il n'y a pas une altérité autour d'eux. Et cette altérité, comme je le proposais tout à l'heure, est graduelle. C'est d'abord les yeux de la mère ou de la fonction de celle de celui qui joue la fonction maternante, de la fonction de donneur de soins, la brillance des yeux à 30 cm avec des saccades, les basses fréquences de la voix. Il y a donc un objet sensoriel, comme pour le canton de tout à l'heure, il y a un objet sensoriel qui doit sécuriser l'enfant et qui lui permet de poursuivre son développement. S'il n'y a pas d'altérité, s'il n'y a pas d'objet sensoriel, si expérimentalement ou accidentellement on met cet être vivant, animal, oiseau, primate non humain, primate humain, dans une situation d'isolement sensoriel, son cerveau est atrophié. Donc, ça veut dire que on ne peut pas observer le cerveau sans sa relation. Bien avant la parole, et maintenant, il y a des observations magnifiques qui sont faites qui montrent que ces petits roumains ont des altérations des deux lobes préfrontaux et du système limbique. Si on les laisse tout seuls, ils vont garder ces altérations, mais si on les entoure, plus on les entoure précocement, plus on déclenche un processus de résilience neuronale qui est très facile à déclencher. Et à Toulon, on a rendu observable que le cerveau recommence sa reconstruction dès que on le propose à l'enfant une niche sensorielle sécurisante, soit par sa mère, soit si elle n'est pas là, par un substitut, un donneur de soins, qui peut être une autre femme, qui peut être un homme. Les hommes aussi peuvent être de bonnes mères, à condition de ne pas donner le sein. Alors, et on voit que tout ça, c'est donc une construction graduelle. Et cette manière de raisonner fait que la pandémie, la catastrophe qui nous arrive aujourd'hui, illustre de manière humaine, universelle, à quel point ces raisonnements éco-systémiques, il faut absolument qu'on s'entraîne à raisonner comme ça. Parce que si on raisonne le corps d'un côté et l'âme de l'autre, la condition humaine de l'autre, eh bien, on détruit le milieu. Et si on détruit notre milieu, le milieu détruit va nous détruire. Hein, je reprends le même raisonnement écosystémique de tout à l'heure. Alors, on voit que cette pandémie, il paraît qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de virus. Alors, ce que je propose, bon, j'étais jeune à l'époque des chasseurs-cueilleurs, hein, mais monsieur et madame Sapiens sont arrivés au monde il y a 300 000 ans. Au début,
je ne suis pas archéologue, Marilène Patou-Matis, Pascal Pic nous apprennent que au début, quand on était chasseur-cueilleur, vivait dans des petits groupes d'une trentaine de personnes et on se servait de feuilles, de fruits, on attrapait les petits insectes et c'était suffisant pour vivre. On n'avait pas besoin de loi, on n'avait pas besoin de police parce que chacun savait que monsieur et madame s'étaient accouplés, que probablement l'enfant qui venait était l'enfant de ces deux-là, mais que tout le groupe s'en occupait. Donc on n'avait pas besoin de faire de loi. Les rituels sociaux, les rituels d'interaction suffisaient. Sur un groupe de 30 personnes, tout le monde savait qui était qui, tout le monde connaissait l'autre, connaître au sens biblique du terme, on se connaissait tous. Puis, il y a 10 000 ans, on invente le néolithique. Et là, se passe, on stocke les aliments, on immobilise les animaux pour mieux les manger ou les faire travailler, on stocke les aliments et on maîtrise la terre. Et à ce moment-là, notre manière d'être au monde change. Désormais, on fabrique des zones, des lieux où les virus se développent très bien. J'ai vu des épidémies virales chez des singes. Les singes ne sont pas que frugivores. Ils mangent des fruits, bien sûr, mais de temps en temps, ils attrapent un autre petit singe, ils le cassent en deux et ils le mangent encore chaud. Et en cassant ce petit singe en deux, ils fabriquent des zones, des excoriations cutanées qui fabriquent des virus. Le virus, sur le plan biologique, c'est rien. C'est 12 gènes avec une enveloppe de lipides, dans un sac de lipides. C'est-à-dire que sur le plan biologique, c'est rien. J'ai vu des épidémies virales chez des singes, et je sais que c'est sans analyse cliniquement, je sais que c'était un virus, puisque c'était une paralysie faciale périphérique qui est provoquée par un virus. Donc ça modifiait les mimiques faciales des singes, donc les singes étaient désorganisés à la vue de ce singe qui ne pouvait plus communiquer comme les autres, donc il était souvent agressé, et au bout de quelques jours, la paralysie faciale se régressait, le virus s'éliminait, et il n'y avait pas d'épidémie. Or, dès l'instant où les êtres humains ont été capables de faire des stocks d'aliments, de faire des animaux dans des étables, de consacrer l'agriculture aux animaux qu'on mangeait et non beaucoup moins à ce que mangeaient les êtres humains, on a complètement modifié notre manière d'être au monde et puis surtout, on a fabriqué des réservoirs de virus. Et ce qu'on a fait avec le développement de la civilisation, on fait maintenant des animaux dans des étables, des milliers d'animaux qu'on met dans des étables pour les manger. On consacre l'agriculture à ces animaux qu'on va manger, donc on détruit le sol en ne respectant pas la jachère, on détruit le sol, on détruit ce que les géographes appellent la résilience du sol. C'est eux les premiers qui ont employé le mot résilience. C'est-à-dire qu'un sol est dit résilient quand après une inondation ou un incendie, une autre faune, une autre flore réapparaît. Et lorsqu'on cultive un sol toujours de la même manière pour nourrir les animaux qu'on va manger, on épuise le sol et on lui fait perdre sa résilience. Donc c'est nous qui, pour des raisons de civilisation, fabriquons le virus, épuisons les sols, et grâce à une merveille technique qu'on appelle l'avion, on peut transporter la viande à travers le monde entier. Et un beefsteak construit en Argentine fait 2 fois le tour du monde avant d'arriver chez un boucher parisien. C'est-à-dire que non seulement on fabrique le virus, mais on le transporte et on provoque des épidémies. Or, depuis la peste justinienne, la peste athénienne, on sait que régulièrement, dans la condition humaine, il y a des épidémies puisque la civilisation fabrique et transporte le virus. Et régulièrement, il y a des archives qui montrent que j'habite près de Marseille, à Toulon, et bien là, il y a des archives qui montrent qu'il y a eu des siècles de peste où tous les 3 ans ou tous les 2 ans, il y avait une nouvelle épidémie, soit de virus, soit une épidémie de bacilles.
Et ces épidémies étaient terriblement mortelles. L'épidémie de 1348, qu'on cite régulièrement, a tué en 2-3 ans, a tué un Européen sur deux. L'épidémie de Marseille de 1720, là les gens avaient compris qu'il fallait faire un confinement vigoureux, donc l'armée française tirait sur les Marseillais qui cherchaient à fuir Marseille, tandis que l'armée du duc de Savoie, puisque Nice en 1720 n'était pas française, elle appartenait au duc de Savoie, l'armée du duc de Savoie tirait sur les Niçois qui cherchaient à fuir la zone d'épidémie. Ça, c'était du confinement radical, hein, ça vraiment. Ça, là, on se plaint du confinement actuellement, mais à cette époque-là, c'est l'armée qui tuait les gens qui cherchaient à fuir les zones de peste ou de virus. Et ça s'est répété absolument régulièrement et ça provoquait des catastrophes culturelles. Alors, cette manière de raisonner montre que le virus produit par l'homme, transporté par l'homme, par ses merveilles, parce que c'est des merveilles de civilisation, c'est des merveilles de technologie. Là, on est en train de parler avec un écran. Vous êtes dans mon bureau. Si c'est pas de la magie, ça, d'accord, on a eu du mal à se connecter, mais maintenant, bon, j'y crois. D'ailleurs, j'y crois pas. Je peux pas y croire. Je vous vois, vous êtes dans mon bureau. Je vois que derrière le, le tableau, il y a écrit H2O. Donc, et je vois qu'il y a écrit, vous avez fait de la chimie récemment. Donc, je ne peux pas y croire. C'est pas logique, c'est magique. La technologie renforce l'esprit magique. On peut maintenant sortir de cette manière de vivre, mais on aura du mal parce que lorsque, je cite Patou Matisse, hein, lorsque la glaciation, la grande glaciation est arrivée, les êtres humains ne pouvaient plus être chasseurs-cueilleurs, ils ne pouvaient plus manger des fruits, ils ne pouvaient plus attraper des petits insectes, donc l'espèce humaine était en train de disparaître. Lorsque les êtres humains se sont adaptés à ce risque de disparition de l'espèce humaine, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de 3-4% d'espèces vivantes à l'origine, on est les survivants. Toutes les autres espèces ont disparu. Les dinosaures qui étaient des herbivores incroyables ont disparu. Les carnivores résistaient un peu mieux parce qu'ils étaient plus petits, ils pouvaient faire des économies d'aliments, mais les herbivores qui dépendaient beaucoup du contexte ont disparu. Eh bien, nous, on a survécu grâce à, tenez-vous bien, grâce à la domination. C'est-à-dire que les hommes, la violence des hommes a été encouragée parce que c'était devenu une valeur adaptative qui permettait de tuer les grands animaux pour ne pas nous mourir nous-mêmes. On tuait les grands animaux, donc on inventait la technologie, on inventait les armes, on inventait les chasses auxquelles participaient les femmes, je cite Patou Matisse encore, et Pascal Pic, on inventait et on a fabriqué du social, en donnant la mort, et là Freud, Lévi-Strauss, René Girard disent que c'est par la violence, que c'est en donnant la mort que se fondent les sociétés. Toutes nos frontières sont le résultat de guerres et les rapports de domination ont permis à l'espèce humaine de ne pas disparaître. Mais cette adaptation a coûté terriblement cher au point de vue conditions humaines, puisque il fallait donc, c'est écrit dans la Bible, il fallait dominer les animaux, les oiseaux au ciel et les poissons dans l'eau. L'homme devait dominer les animaux, il devait dominer les femmes, il devait dominer les enfants, il devait dominer les êtres faibles, et ces rapports de domination a permis d'héroïser la violence des hommes, et ça coûtait très cher aux hommes, puisque tout le monde vivait dans des rapports de violence qui avaient une fonction créatrice des frontières, de la technologie, des armes, des lois, etc. Donc aujourd'hui, en Occident, on pense que on aimerait cesser de vivre dans ces rapports de domination qui font souffrir tout le monde. Parce que regardez les biographies d'aristocrates, qu'est-ce qu'ils peuvent souffrir? Ils s'entretuent. D'accord, ils accèdent au pouvoir grâce à la domination,
mais entre-temps, ils s'entretuent dans les mêmes familles. Entre-temps, ils tuent, ils empêchent. Georges Duby venait travailler avec nous de temps en temps, il disait les aristocrates ont racketté le peuple pendant 1000 ans. Donc ces rapports de domination qui nous ont permis de survivre ont rendu tout le monde malheureux. Si on en prend conscience, peut-être qu'on essaierait, en Occident en tout cas, on essaye de vivre autrement. Mais là, arrive la pandémie, et ça va, les sorties de pandémie, schématiquement, sont toujours à peu près les mêmes. Ou bien on remet en place ce qui a causé la pandémie, c'est-à-dire la consommation et la circulation excessive, et dans ce cas, dans un an ou deux, il y aura un nouveau virus, comme on le voit déjà, il y a des variants, puisque ces morceaux de 12 gènes encapsulés, ils sont soumis aussi à la théorie darwinienne, c'est-à-dire qu'ils sont soumis aussi aux pressions du milieu. Et on voit que déjà, les virus qui nous empoisonnent aujourd'hui n'ont déjà plus la même structure. Ceux qui viennent d'Afrique du Sud, d'Angleterre, ils n'ont plus la même structure. Donc, si on remet en place les mêmes conditions de surconsommation et de surcirculation, eh bien, on aura dans un an ou deux, 3 ans, un nouveau virus dont on ne connaîtra pas la formule chimique, les effets cliniques, et tout sera à recommencer. Le chaos est déterministe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un chaos, que ce soit pour des étoiles, que ce soit pour une forêt qui est brûlée ou qui est noyée, que ce soit pour la dérive des continents, que ce soit pour une espèce qui disparaît, que ce soit pour une catastrophe humaine. Quand il y a un chaos, on dit que le chaos est déterministe parce que après un chaos, un nouvel ordre apparaît. Et pendant les périodes de chaos, on aspire à ce nouvel ordre et on est capable de donner le pouvoir à un escroc culturel qu'on appelle dictateur. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui sur la planète, un grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement par des sociétés en désespoir. Une société en désespoir donne le pouvoir à un dictateur. Hitler n'a pas fait de coup d'État. Si, il a fait un coup d'État en 1925, mais en 1933, il a été élu. Pétain n'était pas un dictateur, mais il a été élu parce que la France était désespérée après le chaos, l'effondrement de 1940. Et on peut continuer des exemples comme ça. On voit que c'est un risque et on voit qu'actuellement sur la planète, beaucoup de pays en difficulté ou en chaos économique ou en chaos de sens, parce que nous, êtres humains, il faut qu'on donne sens à ce qui nous arrive, eh bien, on vote pour un dictateur, un escroc culturel qui nous fait souffrir. Mais par bonheur, il y a une autre voie possible, c'est la renaissance. Et on voit qu'après un chaos, très souvent, il y a une évolution culturelle favorable. Après la peste de 1348, 3 ans après, il y avait tellement de morts que la culture avait changé d'éthos, de hiérarchie des valeurs morales. Et on voit que, par exemple, le servage existait avant 1348. Quand un seigneur vendait son château et sa terre, il vendait les hommes qui travaillaient dessus. Il les vendait. Les paysans étaient vendus avec la terre. Et puis après, il y a eu tellement de morts qu'on a vu deux phénomènes apparaître. D'une part, la valeur de la maison, l'art de la table, l'art de la vie domestique sont devenus une valeur primordiale parce que certains, les survivants, avaient découvert qu'on pouvait vivre mieux et plus longtemps en se confinant chez soi. Et se rentrer chez soi, l'art a souligné, a mis en lumière l'importance de vivre de la maison. Et puis, il y a eu tellement de morts parmi les paysans qu'une famine commençait à apparaître. Donc, il a fallu courtiser les paysans pour les faire travailler plus, pour qu'ils fassent des récoltes qui nous permettent de ne pas mourir de faim. Le servage a disparu sans aucun débat. Pas de débat philosophique, adaptation au nouveau milieu, la maison devient une valeur, les artistes chantent les maisons, le servage disparaît, les paysans gagnent la dignité en travaillant pour nous sauver. Alors voilà, c'est la nouvelle voie qui nous attend et je pense, elle est possible, mais tout dépend
de la manière dont on va débattre entre nous ça commence déjà dans les mois, dans les années qui viennent. Il va falloir certainement inventer une nouvelle manière de vivre ensemble. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses et qu'on va pouvoir en débattre. Merci Boris Cyrulnik. Oui, ben, on a plein de questions à vous poser, je pense. C'est vrai que vous avez soulevé un certain nombre de débats par rapport à votre exposé et un certain nombre de questions. Euh, Par rapport à la pandémie, vous disiez tout à l'heure que l'évolution des cerveaux, de l'éducation, etc., était fonction aussi de l'environnement. Est-ce que justement la pandémie ne va pas jouer un rôle négatif en fonction des tranches d'âge par rapport à ce qu'on vit actuellement entre les jeunes enfants, les adultes, les personnes âgées qui sont isolées, par exemple en EHPAD et qui ne peuvent pas forcément voir leur famille? Comment tout ça va interagir et qu'est-ce que vous en concluez par rapport à cette pandémie et par rapport à ces âges? Alors, absolument. Alors, c'est déjà fait. Les premières évaluations tombent. J'en reçois tous les jours. C'est-à-dire que je crois que, comme vous l'avez dit, l'effet du virus n'est pas le même selon le stade de développement et la qualité de développement du cerveau et de la personne. Parce que je pense que didactiquement, on sépare, mais fonctionnellement, on ne peut pas séparer le cerveau du porteur de la personne qui porte le cerveau. Mais didactiquement, on est obligé de le faire. Or, on constate que les bébés, leur première niche sensorielle, c'est le corps de leur mère. Si la mère est sécurisée, soit parce qu'elle est enceinte, soit parce qu'elle a le bébé dans les bras, si la mère est sécurisée, elle sera sécurisante pour le bébé qu'elle porte dans son ventre ou dans ses bras. Donc, l'importance de sécuriser les mères par la famille, par le conjoint, le deuxième parent, par la famille et par la culture. Parce que quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient déjà un ou deux enfants. Or, aujourd'hui, les jeunes femmes mettent au monde leur premier enfant, elles ont pratiquement 31 ans. Donc, le premier habitat, la première niche écologique du bébé, le ventre des femmes, eh ben, c'est pas le même. Il y a deux générations, c'était une jeune femme qui n'avait pas fait d'études, qui avait beaucoup d'activités, qui bougeait, qui travaillait à la ferme, à la maison, qui travaillait beaucoup, mais et qui n'était pas stressée. Quand elle était sécurisée par sa famille et son milieu, elle n'était pas stressée. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 31 ans qui a fait des études, qui a appris un métier, qui a commencé à se spécialiser et qui, lorsqu'elle met au monde son premier bébé, eh bien, le maximum de fécondabilité est à 25 ans. 31 ans, il faut commencer à médicaliser. La relation n'est déjà plus la même. C'est-à-dire que, alors la plupart du temps, c'est une médicalisation facile, hein, mais il faut prendre l'attention, surveiller le diabète, donc le risque de diabète, surveiller les reins, c'est vite fait, ça se passe bien la plupart du temps, mais c'est médicalisé. Alors qu'il y a deux générations, c'était humanisé. C'est-à-dire que c'était les grands-mères, quand elles étaient là, les autres femmes qui servaient de niche sécurisante pour la femme enceinte, et les hommes qui faisaient les travaux rudes dans les champs, dans les mines ou au loin. Donc, le premier univers d'un bébé est déjà transformé. Si aujourd'hui, dans la pandémie, si la femme enceinte est sécurisée, le bébé a tout ce qu'il faut pour bien se développer, même en temps de pandémie. S'il arrive au monde dans les bras d'une jeune femme entourée et sécurisée, le bébé va bien se développer sans aucun problème. Si il regarde, les yeux sont très importants, les basses fréquences de la voix sont très importantes pour fabriquer le premier objet sensoriel. Même s'il y a un masque souvent, le bébé va, l'enfant préverbal va attacher l'importance à la bouche, mais là, il va entendre les sons, mais il ne verra plus les mimiques de la bouche. Mais le développement cérébral d'un enfant est tellement rapide que il suffira que la mère enlève son masque ou que le bébé voit la mère sans masque pour que très rapidement, il rattrape le petit retard qu'il aura eu. Donc, c'est pour les bébés, pour les petits-enfants préverbaux, pas de conséquences, sauf si la mère est insécurisée, s'il y a une mort dans sa famille, etc. Pour les grands enfants en âge scolaire, si un bébé arrive
À l'école, aujourd'hui, l'école est un peu bouleversée. Et on constate que les enfants qui vont en maternelle sont souvent mieux stimulés en maternelle que chez eux. Chez eux, souvent, la maison est vide et les enfants sont gardés par des écrans qui capturent les enfants et provoquent d'énormes retards de développement. C'est-à-dire que l'écran n'est pas une personne humaine et que ça a été évalué. Un enfant gardé par les écrans, c'est une agression neurologique et une agression psychique. En revanche, si un bébé qui va en crèche, où les métiers de la petite enfance sont de mieux en mieux, les femmes, c'est les femmes dans 99% des cas, s'intéressent beaucoup, aiment ce métier, elles se documentent et elles le font de mieux en mieux. Mais si un enfant ne va pas en maternelle, s'il reste à la maison, il est moins stimulé à la maison qu'en maternelle. Et on voit que les enfants qui vont en maternelle parlent mieux et apprennent mieux que les enfants qui restent à la maison. Et là, on voit une injustice sociale apparaître, c'est que les enfants de parents cultivés et riches vont en crèche et en maternelle, alors que les enfants de parents pauvres, la femme, au bout d'un enfant, très souvent, ne veut pas consacrer son salaire à payer une nounou, c'est pratiquement l'équivalent. Elle a un métier qu'elle n'aime pas trop, qui est mal payé, et elle devrait donner pratiquement tout son salaire à la nounou. Donc là, beaucoup de femmes, à un enfant, préfèrent rester à la maison, à deux enfants, presque toutes choisissent de rester à la maison, ce qui aggrave la disparité. Donc, alors que dans les hauts salaires, les hommes et les femmes se coordonnent mieux et il y a moins de disparité que dans les bas salaires. Et là, si les enfants sont altérés, le développement du système nerveux est tel à cet âge-là que ça sera rattrapé, il y aura un rebond d'attachement et ça sera rattrapé en quelques jours ou en quelques semaines. Le retard de communication, le retard scolaire sera très très facilement rattrapé. Si on arrive chez les personnes âgées font des projets en cherchant dans leur passé. Ils anticipent leur passé. Ce n'est pas une figure de rhétorique. Ils cherchent dans leur passé, ils vont chercher dans leur passé, ils anticipent leur passé, les bons souvenirs, la gentillesse, les moments importants de leur vie. Et si un coup de téléphone de temps en temps, une petite visite de temps en temps, suffit à les maintenir, à maintenir l'affectivité, parce que entre deux coups de téléphone et entre deux visites, ils pensent elle m'a téléphoné la semaine dernière, elle me dit qu'elle va faire un voyage, elle va revenir la semaine prochaine. Et du coup, ils se sentent entourés, même quand cet entourage ne se fait pas en présence, elle se fait dans la mémoire. En revanche, si le virus impose un isolement sensoriel, ces personnes-là sont privées de tout ce qui les maintient en vie, et on voit que non seulement il y a une pneumopathie virale qui les entraîne vers la mort, mais beaucoup de personnes âgées en isolement sensoriel cessent de manger et de boire, et ils ne meurent pas de déshydratation, ils meurent de carence affective. Et que là, ça pose des problèmes pour la famille qui se sent souvent très coupable. Et la classe que j'ai volontairement sautée, les adolescents, sont en très grande difficulté aujourd'hui, parce que je parlais, pour le canton tout à l'heure, je parlais de périodes sensibles. Eh bien, les adolescentes sont à une période sensible de leur développement. Ils ont 3-4 ans pour prendre leur direction sociale et affective. C'est maintenant, c'est facile à cet âge-là. Le surgissement du désir sexuel, il faut quitter sa famille. Le surgissement de la fierté de gagner son indépendance en apprenant un métier, il faut quitter sa famille. Le virus les empêche de le faire. Ils sont prisonniers chez eux, engourdis devant un écran, se sentant petits et dépendants des parents à un âge où ils doivent quitter les parents. Et ça fait des troubles relationnels très pénibles où ces adolescents s'engourdissent, sont malheureux. Sur une population d'adolescents en période de paix, il y a 12% de dépression. Aujourd'hui, on dépasse les 40%.
Donc, il y a une génération de jeunes où presque un adolescent sur deux souffre de ne pas pouvoir se socialiser. Et ce n'est pas les écrans qui vont les aider, ils s'engourdissent devant les écrans. Ça permet un petit peu de limiter la casse, mais quand j'ai fait un enseignement par MOOC pendant un an et quand on a évalué les résultats au bout d'un an, presque rien n'avait été appris. Parce que pour apprendre, pour stimuler la mémoire, il faut avoir des émotions. Et pour avoir des émotions, il faut qu'il y ait un prof qui nous fasse rire, un prof contre lequel il dit n'importe quoi, ce prof, des copains avec qui on va rigoler, des copains avec qui on va se fâcher. Et tout ça, ça va stimuler et ça va aviver la mémoire. Et là, on pourra apprendre. Si on est seul chez soi, à plat ventre devant son écran, on s'engourdit, on apprend, pour ainsi dire, rien. Les évaluations après enseignement par écran sont très mauvaises. Alors aujourd'hui, il faut continuer à faire de l'enseignement par écran. Ça limite la casse, mais les résultats seront mauvais. Et en plus, on voit que ces adolescents ratent leur période sensible, où les deux choses importantes à faire pendant ces 3-4 ans, c'est se diriger vers l'aventure sociale dont on rêve et draguer les filles. Vous êtes d'accord, hein, vous l'avez fait. Hein. Hein, et si on ne le fait pas, ben, on peut le faire plus tard, bien sûr, mais ça sera beaucoup plus difficile. Et surtout, presque un adolescent sur deux aura raté sa période sensible où on apprend à toute allure. Ils pourront apprendre, mais il faudra travailler 10 fois plus. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez en fin de présentation sur le futur des crises. Est-ce que vous avez une hypothèse sur ce que ça va devenir, le futur de cette crise? Qu'est-ce qui peut changer à votre avis? Alors, ben, ce que je disais tout à l'heure, ou bien il y a un futur immédiat, comme certains industriels ou comme les banquiers le proposent, c'est-à-dire se remettre à consommer à toute allure. Hein, j'ai entendu, il faut remettre en place les processus de consommation. Eh bien, dans un an, dans 2 ans, il y aura un nouveau virus. La deuxième voie tragique, c'est voter pour un dictateur, et on voit qu'il y a déjà des gens qui proposent des solutions. Il ne faut pas oublier qu'après la peste de 1348, comme après chaque épidémie de peste, ça a été suivi par un pogrom, parce que on désignait le bouc émissaire, on avait le groupe humain étrange, donc puisqu'il était étrange, eh bien c'est bien la preuve que c'est lui qui avait provoqué l'épidémie de peste. Hein. Donc il y avait des pogroms, et notamment à Strasbourg, il y avait eu en 1349 un pogrom où pratiquement tous les juifs de Strasbourg avaient été brûlés vivants. Et René Girard a très bien travaillé ça. Mais il y a la troisième voie, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, la Renaissance. Je propose d'appeler ça la Renaissance. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, notamment, on avait commencé en Occident des réformes agréables, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus des rapports de domination. Puisque tout le monde en souffrait, les femmes en souffraient beaucoup, et les hommes étaient héroïsés, mais ils en souffraient beaucoup aussi, hein, parce que être dominant, c'était faire la guerre ou travailler 15 heures par jour. Les hommes étaient chefs de famille, c'est parce qu'ils étaient, c'est Napoléon qui les avait bombardés comme ça en 1802. Donc les hommes étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. Or, on constate qu'aujourd'hui, les jeunes hommes veulent découvrir le plaisir de tisser des liens d'attachement avec sa femme et avec ses enfants, ce que ne faisaient pas les grands-parents. Il y a 2 générations, les hommes, ils travaillaient tout le temps, ils n'étaient jamais dans leur famille. Donc, ou alors, ils travaillaient 15 heures par jour. Moi, j'ai soigné, j'habite à la Seine, j'étais médecin au centre médico-social, où je soignais des ouvriers qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an et qui étaient dans des cuves tout le temps. Donc, cette domination, tout le monde l'a payé très cher. Les femmes, bien sûr, elles étaient entravées socialement, mais l'aventure sociale n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Et les hommes étaient dominants, d'accord, mais ils le payaient cher aussi, et les enfants le payaient cher aussi. Or, on avait commencé à penser les rapports humains de manière différente, de manière plus coopérante, entre les sexes. Alors maintenant, on dit entre les genres, mais enfin, on peut dire les deux. Hein.
Euh, et ces rapports de coopération, peut-être que c'est l'occasion inespérée de les faire vivre, sachant que le développement d'un petit garçon n'est pas le développement d'une petite fille, et que XX est beaucoup plus stable que XY. Et les généticiens, d'ailleurs dans les consultations de pédiatrie, il y a très peu de filles. Dans les consultations de psychiatrie pour enfants, il y a 20% de filles. La plus, c'est des 80%, c'est des petits garçons. Alors les généticiennes disent que Y, c'est une chiffre molle. Je me demande si elles sont un peu sexistes, parce que, mais c'est pas faux, parce que si une altération est portée par un chromosome X, et si l'autre chromosome X ne porte pas cette altération, eh bien la tare ne va pas s'exprimer. Alors que si une altération est portée par un chromosome X, ou surtout par un chromosome Y qui effectivement se fragmente plus et plus fragile que le chromosome X, si une tare est portée par le chromosome Y, elle ne sera pas compensée et elle va s'exprimer. Et les petits garçons sont beaucoup plus hyperkinétiques, donc à l'école, c'est pas fameux. Ils ont des troubles de l'attention, à l'école, c'est pas fameux. Et puis surtout, les évaluations des développements aujourd'hui à l'âge de 12 ans montrent que les filles ont 2 ans d'avance sur les garçons. Or, quand on voit la différence de résultats scolaires qu'il y a entre les enfants nés une même année, les uns en décembre, les autres en janvier, il y a 10 mois de différence, les résultats scolaires sont incroyablement différents. Or là, c'est 2 ans de différence. De plus, on constate que là, le nouvel environnement que les êtres humains ont fabriqué grâce à la technologie font que notre environnement est bourré de leurres endocriniens qui sont des analogues de substances, qui sont des analogues d'hormones féminines. Et que on voit que lorsque Jean-François d'Ambremez a fait une publication magnifique dont je me sers beaucoup, surtout dans mon dernier livre, où il a suivi une population qui montait sur les pentes de l'Everest. Lorsque les femmes sont en haut du haut, comme disent les Tibétains, elles sont très haut sur la montagne, en haut du haut, et il n'y a pas d'oxygène, elles sont constamment en alerte, elles sont stressées, elles s'adaptent à ce stress par des rituels impitoyables, très rigoureux, elles mettent au monde des bébés qui sont tout petits, et si ce sont des bébés filles, elles sont réglées vers 20 et 22 ans. Et cette population-là descend, quand la population se retire dans les vallées, quand la mousson cesse, ce groupe humain descend, les femmes redescendent sur les pentes moyennes, et on constate que quand elles sont enceintes dans les vallées, quand la mousson a disparu, elles mettent au monde, les mêmes femmes mettent au monde des bébés de poids normal, et les petites filles seront réglées entre 12 et 14 ans. Or, on constate qu'aujourd'hui, en France, notre environnement technique est tellement industrialisé par des leurres endocriniens féminins qu'il y a la courbe des petites filles réglée avant 8 ans est en une courbe, monte très très rapidement. Donc les petites filles donc, ont une maturation neuropsychologique plus rapide que celle des garçons, ce qui fait qu'elles sont plus stables à l'école et plus anxieuses, et que l'anxiété, le bénéfice adaptatif de l'angoisse, c'est qu'elles travaillent mieux. Parce que lorsqu'elles arrivent, au moment du bac, qui est le moment où on va apprendre sa trajectoire sociale, une jeune femme, une fille de 18 ans, c'est une jeune femme. Elle sait ce qu'elle veut, elle planifie son travail, elle sait comment elle veut vivre, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Alors qu'elles ont terminé leur fatigue de croissance, elles organisent leur journée, ce sont des jeunes femmes qui prennent leur direction. Un garçon au même âge a commencé sa puberté avec au moins 2 ans de retard. De plus, les garçons se mettent à grandir après la puberté, alors que les femmes, 18 mois après l'apparition des règles, cessent de grandir, alors que les garçons, alors la puberté chez les garçons est plus difficile à voir, hein, parce que pour repérer un poil sous le nez, il faut faire attention, c'est à ça qu'on voit.
Alors que s'il y a un chien dans la maison, le chien est le premier à savoir que le petit garçon a fait sa puberté. Il change de comportement parce qu'il se dit, tiens, j'ai un rival dans la maison. Donc, donc, le chien, c'est le premier à savoir que le garçon a fait sa puberté, mais les parents ne le savent pas. Et il faudrait demander au chien. Et les garçons à 18 ans sont en pleine fatigue de croissance. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils sont agités ou ils dorment 18 heures par jour, ou ils grimpent au mur, et ils ne savent pas planifier un programme. Ils ont trop confiance en eux, ils sont hyperactifs ou hyper somnolents, et ils ne savent pas faire un programme d'action. Donc ils s'adaptent en ne faisant que les deux choses importantes d'un jeune homme de 18 ans, c'est-à-dire le football et la drague. Les études, c'est quand même secondaire, hein, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que la période sensible n'est pas la même pour les filles et pour les garçons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il y a une catastrophe universitaire? Une catastrophe universitaire. Autant la maternelle est excellente, fait des progrès, joue un rôle très important pour la lutte contre l'inégalité sociale. Les enfants qui vont en maternelle, il y a moins d'inégalité sociale. Autant l'effondrement, je pense qu'il y a un effondrement universitaire actuellement. Les gosses ont eu leur bac, on leur a donné. De toute façon, le bac éliminait les enfants, ne les formait pas. L'élimination, maintenant, elle va se faire après le DUG. Sauf que les filles sont déjà des jeunes femmes en place. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va garder un mode d'enseignement où les enseignants sont débordés? Est-ce qu'on va garder ces cours magistraux totalement inutiles où, dans un amphithéâtre, un prof lit un texte devant 600 étudiants qui luttent contre le sommeil? Est-ce qu'on va garder ce mode d'enseignement ou est-ce qu'on va développer le mentorat, le tutorat, comme ça commençait à se faire avec les ATR, des vieux étudiants qui commençaient à avoir une fonction enseignante, et peut-être qu'on pourra demander à des praticiens de venir à l'université, à des vieux enseignants, à des vieux étudiants, de prendre des postes d'enseignants, à des chercheurs, de sortir de leur labo pour faire quelques heures d'enseignement dans les universités ou dans les lycées. Il y a quelque chose à trouver là, parce que l'université est effondrée. Alors du coup, en fait, tout ce que vous dites donne envie de vous poser 50 questions. C'est difficile de les hiérarchiser parce que vous me répondez et j'ai une nouvelle question qui apparaît, c'est, vous savez, au lycée, les élèves doivent choisir leur orientation professionnelle à la fin de la première. Est-ce que vous avez étudié ce cas de figure-là, puisqu'ils ne sont pas matures, ces enfants, à cet âge-là? Et ça, on se dit en tant que parent que forcément, ça a une conséquence sur l'avenir. Et on voit des jeunes qui aujourd'hui ne font même plus d'études alors qu'ils étaient bons élèves. Est-ce que vous étudiez ça? Oui, bien sûr. Alors, les politiciens me surestiment incroyablement, donc ils m'ont demandé d'intervenir pour la maternelle. J'en suis très heureux parce que là, je crois que vraiment on a réussi un joli coup. Ils m'ont demandé d'intervenir pour les 1000 premiers jours, c'est-à-dire 300 jours de femme enceinte, 300 jours de bras et 300 jours pour la parole. Il y a eu le congé paternité qui a été voté, qui a été accepté par le Sénat. On a proposé d'autres réformes. J'espère que quelques-unes vont être appliquées. Et j'ai été invité par Blanquer aussi à répondre à votre question, c'est-à-dire comment va-t-on organiser l'enseignement et est-ce que c'est judicieux de demander à des garçons et à des filles de 15-16 ans de penser à leur avenir? Et comme je vous le proposais tout à l'heure, les filles, certaines filles sont déjà capables de répondre, très peu de garçons sont capables de répondre à ce moment-là. Et donc, on a proposé, et Blanquer est d'accord, est-ce que ça va être appliqué? Il y a plein d'autres étapes à franchir. On a proposé une formation continue, validante. C'est-à-dire que tout au long de la vie, on pourra changer de trajectoire, on pourra faire une étude supplémentaire, de se qualifier on part dans un métier, ça ne marche pas, on aura une possibilité de faire une formation continue,
de faire un virage, formation continue validante, faire un virage et changer de métier tout au long de la vie. Et Blanquer était d'accord, et j'espère que les administratifs permettront de mettre ça au point. On a proposé des solutions qui étaient accessibles, donc on va voir ce que les politiciens et les administratifs vont décider. Mais votre question est passionnante et tragique, parce que j'ai été invité à travailler au Japon il y a deux ans. J'ai été enchanté par la culture japonaise, la gentillesse, l'efficacité, la recherche de beauté. Leur connaissance, j'ai été enchanté par la culture japonaise. Mais l'école au Japon est devenue une nouvelle forme de maltraitance. C'est-à-dire, c'est une phrase qu'on m'a expliquée très souvent. Les filles au Japon, peut-être à cause de leur maturité avancée par rapport aux garçons, supportent mieux cette maltraitance et certaines filles font des performances scolaires stupéfiantes. Quelques garçons suivent, beaucoup de garçons décrochent. Et on constate que là, il y a un énorme phénomène de société. 30% des garçons après le bac, même quand ils ont été brillants élèves, refusent de faire des études, refusent de courtiser, refusent de tenter l'aventure affective et l'aventure sexuelle. Ils s'appliquent à ne pas avoir de relations sexuelles et actuellement, je vous dis le chiffre qu'on m'a cité, mais tellement. Non, non, alors ce chiffre me paraissait énorme et un jour je l'ai dit à la télévision et depuis que je l'ai dit à la télévision, j'ai reçu plein de rapports confirmant que le chiffre est bon. J'ai reçu des rapports notamment par quelqu'un qui est un Français qui est interprète japon-français à Tokyo, qui confirme que 30% des garçons s'isolent après le bac, refusent d'avoir des rencontres sexuelles, ont leur première rencontre sexuelle à l'âge de 30 ans, parce qu'ils ont peur des femmes et, et qu'ils ont peur de la société. Et donc, ils s'enferment chez eux avec des écrans et ils tuent le temps avec des écrans. Ils démissionnent, ils décrochent de tout. J'ai été invité au Canada, où le même phénomène apparaît. Il est moins net qu'au Japon, mais c'est Deslauriers et Tremblay, tous les Canadiens s'appellent Tremblay. Hein, donc j'ai été invité par Deslauriers et Tremblay qui ont fait une très belle enquête au Canada où le phénomène apparaît. C'est pas 30%, mais c'est un nombre, j'ai oublié le chiffre, de garçons qui décrochent plus que les filles. Ce phénomène apparaît aux États-Unis, où là les femmes dépassent les garçons. Et je crois que ce phénomène apparaît en France, où il est moins net, mais il apparaît. Donc, je pense que pour répondre à votre question, il faut vraiment développer la formation continue et que les décrocheurs aient une possibilité de raccrochage ou de changement. Dans les jeunes qui arrivent au monde aujourd'hui ou qui sont enfants aujourd'hui, vont faire dans les 100 ans d'existence qui leur sont dus. Il ne faut pas oublier qu'une petite fille sur deux qui arrive au monde aujourd'hui sera centenaire. Elle aura 1,7 enfants en France, mais en Italie, en Espagne ou au Québec même, les femmes font 1,1 enfant par femme. C'est-à-dire qu'elles consacrent 2-3 ans à la maternité, tout le reste à l'aventure sociale, au développement de la personne. Donc c'est un changement tellement radical de la condition féminine que ça change bien évidemment la condition masculine et que les jeunes, sur les 100 ans d'existence qui les attend, vont faire 6 à 8 métiers au cours de leur vie et 3 ou 4 couples. Faire 6 ou 8 métiers, ils pourront les apprendre. Il faut donc, si Blanquer réussit à faire passer notre proposition de réforme de formation continue validante, faire 3-4 couples, ça pose un problème énorme. C'est que quand une fille de 10-12 ans vit avec son troisième beau-père, est-ce que cet homme peut se considérer comme le père de cette fille? Il ne se sent pas père. Il se sent. Est-ce que cette fille le considère comme un père, le sent comme un père, ou comme l'amant de sa mère? Et si cet homme courtise une fille de 17 ans
qu'il ne sent pas comme sa fille, et que cette fille accepte parce qu'il ne sent pas, elle ne sent pas cet homme comme son père, vous avez Camilla Kouchner. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une déstructuration familiale et culturelle tellement grande on ne sait plus qui est le père, le petit-père, le gros-père, le parapère, le deuxième père, le troisième père, les structures familiales ne sont plus en place, l'interdit de l'inceste est moins prononcé. Autre question par rapport au développement d'un. Alors, est-ce que c'est un fœtus ou c'est un jeune enfant dont vous parlez sur la reconstruction quand on sécurise la mère, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? Vous avez parlé du moment où la mère n'est pas sécurisée et ça a une conséquence sur le développement de l'enfant. Par contre, vous n'avez pas parlé de comment est-ce que ça se verbalise ou comment est-ce que les enfants se comportent dans ces cas-là comment on fait pour savoir que du coup, ça se résout parce que la mère est sécurisée. Alors, merci. C'est la question. Le clinicien que j'étais, que je suis encore, aidé par la science. Je pense que la recherche clinique n'est pas la recherche scientifique et les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que l'objet scientifique est un objet fait dans un laboratoire, alors que l'objet clinicien, c'est une relation faite dans un cabinet ou au lit du malade. Donc, ce n'est pas le même objet. On ne peut pas manipuler nos malades comme un scientifique manipule son objet. Mais les deux, parce que nous, cliniciens, on peut valider un objet scientifique. On peut dire ça marche ou l'invalider. Là, je fais partie d'une génération où pendant 20 ans, on nous disait que tous les troubles psychiques allaient être supprimés par des médicaments. Et nous, sur le terrain, on disait, ben, oui, les médicaments, ça peut aider, mais enfin, ça ne supprime pas les troubles psychiques. Et c'est nous qui, petit à petit, avons non pas invalidé les médicaments, mais relativisé l'importance des médicaments. Or, on a en clinique des méthodes de cliniciens, notamment on sait évaluer l'attachement. On peut l'évaluer en observant des comportements dans des situations standardisées. C'est presque scientifique, même si c'est un peu moins rigoureux que dans un laboratoire. Et encore, non, je ne dis pas ce que je viens de dire, je gomme ce que je viens de dire, parce qu'on sait que 60% des publications scientifiques ne sont pas validées. Et que finalement, les cliniciens, avec une méthode moins précise que les scientifiques, obtiennent aussi 60% de publications non validées. C'est-à-dire qu'avec des méthodes moins précises, on obtient les mêmes résultats. Mais lorsque on a une méthode clinique, on peut évaluer comportementalement une situation standardisée qui est la Strange Situation, Mary Ainsworth, et on peut, alors c'est une situation standardisée, on répète, on met l'enfant avec sa mère dans une salle, une femme étrangère rentre, la mère s'arrange pour sortir de façon à ce que l'enfant se retrouve en présence de l'étrangère, on voit le comportement, on filme avec l'accord des parents, on filme la réaction d'inquiétude de l'enfant. Généralement, il se rapproche de la porte, il tape sur la porte, il appelle sa mère, donc c'est des comportements de la vie quotidienne, mais qu'on peut évaluer. La mère revient et on observe comment le scénario comportemental qu'il manifeste au retour de sa mère. Soit 2 enfants sur 3 se jettent dans les bras de leur mère, se blottissent et cessent de pleurer, ou quand s'ils babillent, ou s'ils parlent, ils racontent une petite histoire, et on a un comportement qui prouve que la mère a gardé son effet sécurisant. Mais ce n'est pas le cas de 30% des enfants, c'est beaucoup. Quand la mère revient, après, alors c'est standardisé, là je résume, hein. Quand la mère revient après que l'enfant ait été stressé en présence de cette femme inconnue, quand la mère revient, 20% des enfants ne se jettent pas dans ses bras et au contraire s'éloignent un peu de la mère. On a la preuve comportementale qu'ils ne cherchent pas à se sécuriser contre le corps de leur mère. 15% des enfants se jettent dans les bras de leur mère et la mordent ou lui tapent dessus. Méchante maman, tu es une méchante maman.
et 5% des enfants sont complètement confus. Donc là, c'est carrément pathologique, alors que les autres réactions sont des comportements labiles, flexibles, mais les 5% d'attachement confus, là, c'est quelque chose est complètement désorganisé. Donc, on a une manifestation clinique qui a été, alors là, c'est des expérimentations, c'est des situations expérimentales qui sont refaites dans la pratique quotidienne des milliers, des millions de fois sur la planète entière, qui confirment le schéma que je viens de vous proposer. Si on veut être plus scientifique, on fait des prélèvements. Alors moi, je l'ai fait chez les adultes ou les adolescents avec des électroencéphalogrammes. Alors ça, c'est pas toxique, c'est pas dangereux, et on voit que quand un enfant ou un adulte est inquiet, le rythme alpha est désynchronisé, c'est-à-dire qu'il y a plein de spikes, de flèches. Le cerveau de la personne est en alerte. Dès que la figure d'attachement rentre, alors chez un adulte, ça peut être sa femme, ça peut être son mari. Chez un enfant, c'est sa mère ou son père, une figure d'attachement. Dès que la figure d'attachement rentre, tac, 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 le rythme alpha se remet en place. Ça veut dire que c'est très facile c'est très facile à enregistrer. On peut aller un peu plus loin, comme l'a fait Anne-Laure Suter à Bordeaux. On dose le cortisol et les catécholamines dans le sang d'une femme enceinte, et son mari est gynéco-obstétricien, et il dose le taux de cortisol et de catécholamine dans le liquide amniotique de cette femme stressée. Et il voit qu'il y a un parallèle entre le cortisol dans le sang de la femme stressée et le cortisol dans le liquide amniotique de la femme stressée. Sauf que le bébé déglutit du cortisol qui altère ses deux lobes préfrontaux et ses circuits limbiques. Et là encore, les histologistes, alors là c'est carrément en laboratoire, les histologistes là montrent que cet excès de cortisol provoque un œdème cérébral qui fait éclater les cellules. C'est pour ça que le bébé arrive au monde avec des altérations cérébrales dues au malheur de la mère. C'est passionnant. Ça donne envie de vous poser encore plein de questions, mais on va peut-être s'arrêter ici par rapport à votre conférence et votre intervention. Pour donner, comme le disait tout à l'heure Marie-Laure, pour donner envie aux personnes qui vont regarder cette conférence de poursuivre, je voulais présenter votre dernier ouvrage qui est Excellent. qui résume et qui aborde plein de questions du type que celles que nous avons débattues aujourd'hui. C'est vraiment intéressant et ça montre la façon dont on conçoit le monde aujourd'hui et dont l'évolution est en train de le concevoir. Et la pandémie est intéressante pour ça parce que justement, elle va peut-être remettre en question un petit peu tous nos fonctionnements et toutes nos représentations de ces mondes. Enfin, c'est tout ce qu'on peut souhaiter et en tout cas essayer d'aller vers la troisième solution, celle que vous proposiez, de construire quelque chose de nouveau, de renaître vers quelque chose de nouveau. On vous remercie très très chaleureusement, Boris Cyrulnik, pour cette magnifique conférence. Et puis on espère vous voir non plus par écran interposé, mais on serait ravis de vous accueillir en région centre, que ce soit Orléans, à Tours, à Bourges, dans les prochains mois, pour justement continuer à parler de toutes ces questions-là. Vous allez être envahi par des Parisiens? C'est pas grave. Merci à vous. Merci. C'est moi, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.